Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, invité politique, est Aran Marek. Il est secrétaire fédéral des jeunes communistes du Finistère. Il est également conseiller municipal à Brest, en charge de la langue bretonne, je crois. Il va nous le préciser. On fera cette interview en français ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique, évidemment, comme on le fait chaque matin au micro de la matinale, et aussi d'histoire ce matin, puisqu'il y a 80 ans, jour pour jour, eh bien, les femmes obtenaient le droit de vote en France. C'était leur premier scrutin, un changement notoire. La France n'était pas la première nation à donner le droit de vote aux femmes. Il y a eu une forme de résistance longtemps. Il aura fallu donc attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que les femmes obtiennent ce droit de vote. C'est une avancée sociétale. On la doit au général de Gaulle, mais aussi plus largement au Conseil national de la résistance. Est-ce qu'aujourd'hui on a perdu un petit peu ces valeurs? En tout cas, on n'arrive plus à les trouver lisibles dans la société, ces valeurs. Oui, pour nous, ce combat-là est un combat qui est important pour nous communistes parce que, cette année, on célébrait aussi le centenaire de la grève des Sardinières avec Joséphine Pencallet, qui a été la première femme qui a été élue dans un conseil municipal en 1925, alors qu'il n'y avait pas encore le droit de vote aux femmes. C'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est vraiment important. Malheureusement, aujourd'hui, on est encore loin d'une réelle égalité, parce qu'on voit clairement, quand on regarde le nombre de maires que l'on a, les présidents de départements ou de régions, qui restent encore majoritairement des hommes. Et il y a encore un pas qui reste à franchir pour qu'il y ait réellement une égalité, et que ce soit aussi une égalité, pas seulement dans les postes, mais aussi dans les délégations. Malheureusement, on est encore beaucoup sur des délégations thématiques. On donne le social, l'éducation aux femmes et les gros budgets aux hommes. Et ça reste encore beaucoup de choses qui restent à travailler et qui font partie des combats que nous aurons à mener dans les années à venir pour atteindre une réelle égalité. Et nous, communistes, on y travaille tous les jours. On a cette fierté, nous, par exemple, en Bretagne, d'avoir carrément un groupe qui est totalement constitué de femmes, parce qu'on a 4 conseillères régionales femmes qui sont élues en Bretagne. On apporte aussi cette parité là où d'autres partis n'ont pas la capacité de le faire, et c'est vraiment un combat qui reste très important pour nous et sur lequel on restera mobilisé. Alors, j'avais envie de parler du congrès du Parti communiste qui a eu lieu il y a quelque temps et qui a vu d'ailleurs l'élection d'une nouvelle secrétaire générale des étudiants communistes, une Bretonne. C'est le congrès des jeunes communistes. Des jeunes communistes, voilà, bien sûr. On a cette particularité où les jeunes communistes sont une organisation sœur du Parti communiste, mais qui reste une organisation indépendante. Ça a été un congrès qui a été pour nous vraiment très intéressant, parce qu'on a pu voir que notre organisation s'était développée, avait repris des forces. Et on a cette fierté, nous, jeunes communistes bretons, d'avoir eu l'élection de la secrétaire nationale de l'UEC, donc des étudiants communistes, qui est Camille Mongin, une militante qui a commencé dans les Côtes d'Armor, à Ploufragan, à militer, et qui est ensuite, en arrivant à ses études, est devenue la secrétaire fédérale du Finistère, où elle était en études à Brest. Pour nous, ça a été une très grande fierté de voir cette militante qui était très présente sur le terrain, qui s'est mobilisée, que ce soit pour la paix ou pour les étudiants à Brest, devenir le porte-voix des étudiants communistes en France. Et c'est une grande fierté pour nous. Plus, c'est un congrès qui a aussi pu mettre des sujets extrêmement importants pour nous, comme l'international. On a une histoire particulière avec la Palestine. On était fiers d'avoir un intervenant de nos partenaires palestiniens et israéliens présents à notre congrès, pour aussi porter ce discours de paix qui va être central pour nous dans les combats qu'on va mener dans les prochaines années. Vraiment un congrès qui a été très productif, où les jeunes communistes finistériens ont beaucoup apporté. Je prends une petite fierté personnelle d'avoir pu apporter un peu de langue régionale dans ce débat, d'avoir pu apporter aussi des débats comme la réaction que doit avoir la France face à son passé colonial, par exemple. On a pu beaucoup participer. C'est vraiment un débat qui a été très intéressant
qui motive pour les prochaines années. Et on est très fiers d'avoir, encore une fois, cette secrétaire nationale, Camille Mongin, qui est originaire de Ploufragan quand même. Alors, vous parliez de l'actualité. Aujourd'hui, on est dans un contexte compliqué. Je le dis souvent à ce micro, j'ai l'impression parfois de me répéter un peu. On est dans un contexte compliqué. Les Français ont du mal à s'entendre, à se comprendre. Et puis, il y a cette violence qui monte. Vous faisiez référence à l'instant à la Palestine. Il y a eu ce jeune qui a été poignardé alors qu'il priait dans une mosquée dans le sud de la France, ce jeune Malien. Est-ce que vous trouvez qu'on a été, enfin en tout cas l'information était assez relayée, ou est-ce que vous regrettez que par exemple il n'y ait pas eu plus de mobilisation autour de ce crime dans cette mosquée avec tout aussi la symbolique? Tout d'abord, je voudrais apporter tout mon soutien à tous nos concitoyens musulmans suite à la mort, l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Tout mon soutien aussi aux habitants de la Grande Combe et aux élus. On a une maire sur le terrain on lui apporte aussi tout notre soutien. C'est une séquence qui a été très difficile parce que le sujet a été un peu discret dans les médias. Nous en avons parlé, mais malheureusement, c'est vrai que c'est un sujet qui a peu intéressé, malheureusement, alors que il y a une responsabilité aussi à trouver sur cette haine qui touche nos concitoyens musulmans. Une responsabilité politique parce que depuis des années, ils sont pointés du doigt, stigmatisés. Un racisme qui est extrêmement présent encore dans notre pays envers une partie de notre population. Aussi une responsabilité d'une partie d'une presse qui est devenue une presse militante contre nos concitoyens musulmans, qui déjà ne fait pas l'effort de reprendre quand des politiques prônent des discours de haine, et en plus de cela, parfois sont même les porteurs de ces discours de stigmatisation qui font croire à une guerre religieuse dans notre pays et qui apportent énormément de haine qui touche nos concitoyens musulmans. C'est une haine que nous n'avons pas besoin, qui doit être condamnée comme on a condamné l'antisémitisme très régulièrement. Il n'y a pas de haine finalement, il y a un racisme, que ce soit vers les musulmans ou vers les juifs finalement. C'est ça, il y a un racisme contre lequel il faut lutter d'une manière égale parce que on est un État laïque où tous les croyants doivent pouvoir pratiquer leurs croyances dans la sécurité et d'une manière la plus paisible possible. On n'a pas à stigmatiser une partie de la population, on n'a pas à attaquer une partie de la population. Malheureusement, on le voit de plus en plus, les agressions antisémites, on voit aussi les dégradations de mosquées, les attaques islamophobes qui sont très présentes dans notre pays encore, et il faut vraiment faire front d'une manière égale, que ce soit pour tous nos concitoyens qui subissent la haine chaque jour et qui sont stigmatisés, quelle que soit leur religion. Comment apaiser finalement, comment essayer de faire dialoguer? C'est très difficile, hein. On le voit lorsqu'il y a des manifestations, le dialogue est très difficile entre les diverses communautés. Il faut trouver l'apaisement, il faut trouver la voie de l'apaisement. Oui, je pense qu'on a dans notre pays la chance d'avoir quand même quelque chose qui est un fondement de notre pays, qui est la laïcité. Et c'est extrêmement important parce que la laïcité, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et il faut arrêter de l'instrumentaliser, arrêter de faire en sorte que la laïcité serve à stigmatiser une religion plutôt qu'une autre, et ramener le sujet la laïcité, c'est aussi le droit de croire et le droit de nos concitoyens croyants de pratiquer leur religion en sécurité et sans être pointés du doigt, sans être attaqués ou stigmatisés. Et c'est cette vision de la laïcité qui nous permet tous de vivre ensemble, qui doit être portée, et faire en sorte de ramener les fondamentaux de la laïcité dans ce qu'elle a d'émancipateur pour tous nos concitoyens, qu'ils soient croyants ou non. Et c'est quelque chose qu'il va falloir ramener au centre du débat et faire en sorte qu'on n'utilise plus cette laïcité qui nous est si importante, qu'elle ne soit plus utilisée pour s'attaquer à nos compatriotes musulmans en particulier.
Alors, lui, il n'était pas spécialement pour la laïcité. Le pape François, qui vient de disparaître, avait aussi adressé ce message aux diverses communautés, aux croyants, au pluriel, en disant, voilà, écoutez-vous les uns les autres, hein, c'est presque une parole divine, et écoutez-vous les uns les autres, parlez, dialoguez, et surtout ne laissez pas les autres sur le bord du chemin. Alors, j'allais presque dire, c'est des paroles qu'on aurait pu avoir au Parti communiste aussi. Je me fais un petit peu provocateur. On peut se retrouver, on peut se retrouver sur plein de sujets. Hein. C'est des valeurs humanistes qu'on peut partager. On sait son combat aussi pour ceux qui n'avaient rien, ceux qui vivaient la misère, ceux qui fuyaient la guerre ou la misère. On se retrouve évidemment dans ces combats. Après, on a beaucoup de désaccords avec l'Église. Voilà, je pense que on peut dialoguer d'une manière respectueuse, travailler ensemble. Après, je pense qu'il faut aussi maintenir certaines distances. On a été tout de même déçus du fait qu'on mette les drapeaux en berne parce que c'est aussi faire une différence et sortir un peu du cadre de la laïcité qui est important. On peut avoir des mots de soutien envers nos compatriotes catholiques face à ce moment de vie, mais il faut faire attention de quand même garder une certaine distance et ce n'est pas à l'État français de prendre part à ce moment. Je pense il fallait éviter, je pense, ce geste de mettre les drapeaux en berne et avoir un comportement plus laïque, je pense. Je reviens sur cet assassinat donc de ce jeune dans cette mosquée avec le ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé. On lui a reproché de ne pas avoir été rencontrer les habitants de la Grande Combe lors de cette marche blanche à la mémoire de ce jeune. Par contre, on entend beaucoup Gérald Darmanin aujourd'hui dans la lutte contre les stupéfiants, également contre les attaques contre le personnel pénitentiaire. Est-ce que vous avez ressenti pour vous un deux poids deux mesures ou est-ce que finalement c'était pas le rôle du ministre ? Ah oui, mais ça, on a un ministre de l'Intérieur qui pourtant a normalement dans sa délégation aussi les cultes, ce qui n'est pas rien, et qui prend la parole dès qu'il peut, dès qu'il a l'occasion, parce qu'il a des ambitions politiques derrière qu'on sait bien, et qui, là, s'est fait très discret. Je trouve ça malheureux parce que c'est faire une différence entre nos compatriotes, c'est décider que un compatriote, parce qu'il est musulman, n'aurait pas à avoir tout son soutien. C'est des croyants qui sont mis sur le bord, qui ne sont pas considérés comme égaux aux autres, et c'est terrible, malheureusement. Alors que on a l'habitude pourtant des annonces à chaque actualité. Cette façon de faire la politique était pourtant détestable, mais elle est devenue encore plus détestable en faisant le choix de ne pas avoir le même comportement parce que c'est un compatriote musulman qui a été assassiné. Je trouve ça vraiment scandaleux et malheureux qu'on en soit arrivé là à presque déshumaniser finalement une personne qui se fait assassiner dans notre pays. Avec justement ces annonces aussi qui ont été faites, toutes récentes, autour de la sécurisation des prisons. On a entendu aussi Gérald Darmanin s'exprimer après des attaques récentes. On voit aujourd'hui une prolifération du trafic de stupéfiants, une montée en puissance des gangs, on peut le dire peut-être comme ça. Est-ce que là aussi il faut prendre des mesures ciblées ? Est-ce qu'il faut avoir un degré, là aussi, dans la coercition ? Est-ce que c'est urgent d'agir pour éviter que bien le chaos s'installe à ce niveau-là ? Oui, tout d'abord, je mettrai un mot de soutien à tous ceux qui travaillent dans le pénitentiaire, qui jouent un rôle important dans notre pays, qui subissent aussi une insécurité croissante actuellement. Et évidemment, sur tout ce qui est le combat contre la drogue, on voit les gouvernements successifs qui jouent des effets d'annonce, qui font des belles photos avec des belles prises. Et à la fin, quand on regarde les chiffres, on se retrouve avec une drogue qui est de moins en moins chère, qui est de plus en plus facile à trouver. Et on nous fait des annonces en disant que
que la politique est menée, mais c'est faux. On a une politique qui fait toujours plus d'économies, qui ne donne pas les moyens d'enquête qui seraient nécessaires, qui préfère faire une belle capture à un moment avec des petits dealers qui seront dès le lendemain remplacés par d'autres, plutôt que de réellement lutter contre les trafics, faire en sorte que la drogue n'entre pas dans le pays d'une manière illégale. Mais c'est l'effet d'annonce, c'est la communication politique qui prend la part sur la réelle action politique contre ces trafics. Et ça pose d'autres questions. Nous dans les jeunes communistes, dans notre dernier congrès, on a fait un pas en avant vers la dépénalisation. Et je pense qu'il va falloir aussi mettre sur la table ce genre de réflexion pour trouver des solutions pérennes et faire en sorte de ramener de la sécurité, parce que c'est pas les effets d'annonce qui vont ramener la sécurité dans les quartiers. Et malheureusement, c'est une politique qui n'est pas menée depuis des années, en dehors des effets d'annonce, et qu'il va falloir mener. Alors justement, la dépénalisation, on en entend beaucoup parler. Alors il y a les pour, il y a les contre. Les contre souvent disent, bien voilà, le danger, c'est que si demain on dépénalise le cannabis, il faudra passer un jour ou un autre à dépénaliser d'autres drogues, sans doute beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus néfastes. Et c'est une espèce de fuite en avant. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense que c'est un faux sujet. Parce que le vrai sujet, c'est l'accompagnement qu'on donne aux gens. Parce que si on stigmatise les consommateurs en continu, c'est les consommateurs qui vont pas aller chercher de l'aide. Et le principal sujet de la consommation de drogue, c'est la dépendance, c'est les problèmes de santé qui amènent, et c'est aussi un mal-être. Mmh. Du coup, ce qui doit être fait, c'est permettre que ces personnes soient accompagnées vers la sortie, vers une solution, et ce n'est pas en stigmatisant les consommateurs, en les envoyant en prison, qu'on va trouver des solutions. C'est pas en donnant des amendes qu'on va faire en sorte que les consommateurs arrêtent. Il va falloir vraiment donner les moyens de soins pour sortir des consommations de stupéfiants, faire en sorte que les consommateurs aillent aussi se sentent en sécurité pour aller chercher de l'aide, trouver une solution pour sortir de la dépendance. Et ça, c'est des moyens humains qu'on doit mettre aussi dans la santé, et c'est ce qui n'est pas fait actuellement, à part les effets d'annonce. On va pas sortir quelqu'un de la dépendance avec une belle photo d'une belle prise de drogue, quoi. C'est totalement ridicule. Il va falloir donner les moyens humains, se donner les moyens de faire de la santé, faire une vraie politique de santé publique, et faire aussi une politique de sécurité. Hein. Quand on parle de faire en sorte que la drogue n'entre pas dans le pays, c'est donner des moyens aux douanes et au contrôle des conteneurs qui entrent dans notre pays, qui n'est pas fait actuellement. C'est scandaleux de voir ces effets d'annonce et une politique qui est du vide derrière. Voilà, un manque cruel de moyens pour la police, pour les douanes, pour la justice aussi, parce qu'après il faut la santé. Et pour la santé évidemment, pour les soins aux personnes dépendantes. Justement sur l'insécurité aujourd'hui, on cite souvent l'exemple de Rennes qui est victime assez souvent de fusillades entre les différentes bandes qui procèdent au trafic de drogue. Est-ce que là aussi aujourd'hui il faut donner plus de moyens aux élus locaux? Ça va nous amener tout à l'heure à parler des élections municipales, mais les élus locaux sont souvent démunis face à ces fusillades, face à la montée de cette violence qui touche souvent de façon collatérale les habitants des quartiers ou les commerçants. Est-ce que là aussi il faut avoir un véritable plan, il faut sortir des effets de manche et d'annonces et avoir un véritable plan? Oui, ça, nous communistes, on est clair sur le sujet. La sécurité est un sujet sur lequel il ne faut pas avoir de tabou. Et ça me fait penser un peu à... J'ai écouté l'interview hier d'un écologiste qui disait que à gauche, on allait débattre d'écologie, on allait débattre de justice sociale. Mais je pense qu'il va falloir aussi débattre de sécurité et avoir une réelle ambition de sécurité à gauche, une sécurité de proximité. Après... il faut faire attention de ne pas tomber dans deux pièges. Le piège de dire que la municipalité ne fait rien parce que c'est à l'État de faire, et l'autre piège de faire à la place de l'État et de laisser l'État continuer à se désengager. Il faut trouver un équilibre, trouver quelle est la place de la municipalité sur le sujet. Nous, à Brest, on a eu une ambition avec une brigade de tranquillité urbaine qui est présente sur le terrain chaque jour, qui amène à de réels progrès.
on va avoir, lors des prochaines municipales, de grands débats sur la politique à mener à Brest. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on ait un projet clair, parce qu'il y a une demande des habitants, il y a des problématiques de sécurité à mener. Et je pense que la solution se trouve dans la proximité, dans le contact. Malheureusement, ce qui a été détruit par le mandat de Nicolas Sarkozy, c'est cette politique de proximité qui est auprès des habitants, qui rassure parce qu'elle est là sur le terrain, qui parle aux gens et qui aussi fait du lien pour trouver des solutions et apaiser un peu la vie dans nos villes. Je pense que on va avoir des débats constructifs sur le sujet et qu'il va falloir parler sans tabou des solutions à trouver au niveau de sécurité. Et, on sera, nous, communistes, sur le terrain sur le sujet. Voilà, il y a aussi souvent les gangs qui mettent la main sur ceux qui arrivent d'autres pays. Alors on dit souvent immigration, sécurité, mais il y a aussi ces jeunes qui arrivent en France, qui sont souvent à la rue, qui sont démunis et qui sont la proie facile des gangs. Là aussi, il faut donner plus de moyens, que ce soit aux associations, que ce soit aux acteurs de terrain. Oui, évidemment, il faut... C'est toujours la même rengaine. Si on ne donne pas de moyens humains, on a toujours plus de problèmes. C'est évident qu'il va falloir donner plus de moyens pour accompagner ces populations qui arrivent dans notre pays. C'est faire en sorte à la fois d'accompagner au niveau santé, d'accompagner, parce qu'il y a des sujets aussi de dépendance qui arrivent quand on est à la rue, c'est donner les moyens d'avoir un toit, avoir un peu de sécurité, parce que eux aussi ont droit à la sécurité, un accompagnement. Et c'est comme ça qu'on va réussir à apaiser les choses. C'est pas en les stigmatisant, en les mettant de côté, en les laissant à la rue. C'est vraiment en trouvant des solutions avec eux, en les accompagnant, en aidant à l'intégration. Parce que, quoi qu'on en dise, ces jeunes qui arrivent dans notre pays sont aussi, pour beaucoup, une main-d'œuvre qui est nécessaire à nos agriculteurs, à notre économie. Et la stigmatisation n'amène à rien. Il va falloir travailler sur une intégration qui se fait en les accompagnant avec des moyens humains. Et il y a du travail à faire, c'est sûr. Alors, ça nous amène aux élections de 2026. Ça va aller très vite, finalement. C'est l'année prochaine. Les municipales à Brest se préparent, j'imagine, pour le Parti communiste, comme pour les autres formations politiques, avec peut-être aussi, pour la gauche en règle générale, et peut-être à un niveau plus national, l'obligation, quelque part, de rester unis. Or, on voit que depuis quelque temps, entre le Parti socialiste et la France insoumise, au sein du nouveau Front populaire, voilà, il y a de la friture sur la ligne, comme l'on peut dire. Quelle est la position du Parti communiste ? Nous, à Brest en particulier, elle a toujours été claire. C'est notre mot d'ordre, ce qu'on répète à nos partenaires. Actuellement, on commence à leur répéter ça. C'est que dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est rencontrer toutes les forces de gauche et voir ce qui peut être négocié en termes d'avancée. Quel projet pour la ville de Brest, sur quel élément programmatique, et aussi comment on fait en sorte de garder la ville à gauche, parce que il peut y avoir des désaccords à gauche entre les différents partis, mais ce qui est encore plus clair, c'est qu'il y a des gros désaccords avec la droite, et sur les politiques qui sont menées, il y a vraiment un grand écart avec une droite qui va toujours plus à l'extrême droite, et c'est pour ça qu'il va être d'autant plus important de dialoguer, d'avoir une union qui soit claire, qui soit la plus large possible. Et nous, communistes, on a toujours travaillé à Brest pour l'union la plus large possible. Évidemment, nous avons un bilan que l'on va assumer, parce qu'on a fait de grandes avancées. On a un nouveau tram, on a une brigade de tranquillité urbaine, ce que je disais tout à l'heure. On a un monde associatif qui est soutenu, de grands projets de rénovation d'écoles, comme je pense à Kérisbian qui est en chantier actuellement, qui va bientôt être livré. On a de grands projets qui ont été menés, dont on est fier, dont on a porté, qu'on a été fier de porter pendant ces dernières années, et on va continuer à défendre cette évolution de la ville, et c'est pour ça qu'on rencontrera toutes les forces de la gauche pour essayer d'avoir une union la plus large possible. Avec une ville qui attire, Brest attire de plus en plus les investisseurs, les entreprises, mais aussi monsieur, madame, tout le monde qui aime bien le cadre de vie brestois. Là aussi, il faut le maintenir, ce cadre de vie, il faut le protéger. Oui, il faut le protéger, il faut aussi le faire évoluer. Je pense que
Brest, c'est une ville, je pense que tous les Brestois l'auront remarqué avec les travaux du tram qui rendent leur vie difficile actuellement, mais Brest, c'est une ça ville râle beaucoup, hein. qui change beaucoup, qui est en train d'évoluer, et on a eu de grands projets qui ont changé le visage de cette ville, la rendant plus intéressante, plus culturellement ouverte. On a les Capucins, ce genre de projets qui ont changé le visage de la ville. Et on va continuer à faire en sorte que Brest soit une ville à la fois où on vit bien, où on peut y vivre d'une manière aussi accessible. C'est aussi une politique sociale ambitieuse avec du logement social. C'est faire en sorte de continuer à avoir une ville où on peut se loger, que ce soit en centre-ville ou en périphérie. Et ça, c'est une grande fierté d'avoir pu accompagner cette ville qui a été marquée par l'histoire dans un avenir qui est de plus en plus radieux, qui vit avec son temps, avec la transition écologique, avec les besoins aussi d'une population en termes de culture, de sport, de vie en fait. Un bassin de vie donc en grand développement. Vous parliez de l'histoire. J'ai envie de terminer sur l'histoire ce matin. On dit souvent que l'histoire se répète, que on ne tire pas toujours les enseignements. Là, il y a peut-être un espoir de paix en Ukraine. Alors voilà, ça nous emmène de Brest à l'Ukraine, mais finalement, c'est l'Europe. Cet espoir de paix en Ukraine qui est porté par Donald Trump avec toutes les réserves que l'on peut imaginer de la part particulièrement de certains pays européens. Emmanuel Macron a déclaré vouloir être à nouveau à la manœuvre dans ce processus de paix. Est-ce qu'il y a urgence à faire la paix? Est-ce qu'il y a urgence aussi à préserver la dignité des Ukrainiens qui risquent là aussi de perdre des territoires après cette guerre qui aura aussi coûté beaucoup à la jeunesse ukrainienne? Ah bah ça, il est clair, hein, pour nous, il est toujours urgent de faire la paix. Parce que ce soit en Ukraine ou en Palestine, dès qu'il y a conflit, il y a un peuple qui est sous les bombes, qui subissent les pertes humaines, qui subissent la misère, les déplacements et l'horreur de la guerre. Quelle que soit la personne qui porte le discours de paix, on sera toujours pour porter la paix. Évidemment, on est des grands défenseurs aussi de l'autodétermination des peuples. Du coup, on est aussi attaché à ce que les Ukrainiens puissent garder leur pays, puissent garder leur liberté. Après, le jeu de Donald Trump est totalement ridicule. Il passe d'une chose à l'autre. Bon, si on arrive à amener à de la paix à un moment, ce serait bien. Là, il a l'air de plutôt vouloir revenir sur des sujets de paix et arrêter de faire les gros bras. Parce que la paix, on ne l'obtient pas avec le combat de qui sera le plus fort. Et à un moment, il va falloir aussi ramener du dialogue, remettre le droit international sur la table et avoir une diplomatie qui se fait à partir du droit international et non plus à partir de la loi du plus fort. Faire en sorte que les peuples soient respectés dans leur dignité, dans leur souveraineté aussi. Alors justement, Donald Trump est aujourd'hui à la manœuvre, si vous me permettez. On le voit aussi beaucoup s'exprimer. On l'a entendu autour du Groenland, on l'a entendu autour du Canada, avec l'élection canadienne d'ailleurs, qui voit la victoire de Mark Carney, le Premier ministre canadien, qui est farouchement opposé au souhait de Donald Trump, on l'aura compris. Est-ce qu'il y a une forme de résistance finalement qui se fait à cette politique très libérale, très interventionniste de Donald Trump? On le voit évidemment au Canada, mais aussi en Europe. On entend beaucoup de pays qui commencent à dire bon stop, ça suffit. Oui, bah on voit les peuples réagir face à l'agression de Donald Trump qui profite un peu de la position impérialiste des États-Unis. Je pense que c'est peut-être aussi l'occasion de changer les équilibres au niveau mondial et de remettre la coopération entre les peuples au premier plan et d'arrêter avec ces pays impérialistes qui décident de tout pour tout le monde. Voilà, remettre les peuples au centre du jeu. Merci infiniment, Taran Marek, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral des jeunes communistes du Finistère. Vous êtes également conseiller municipal à Brest. Vous avez fait, j'allais presque dire la route, en tout cas vous avez pris le train pour être avec nous ce matin. Merci infiniment, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.